دونك السلام عليكم مرحبا بكم معنا في هذا اللايف جديد عاوتاني رمضان مبارك سعيد باسكو لو ديرني لايف مازال ما كناش في رمضان دونك جون بروفيت بور فو سويتي رمضان مبارك سعيد اليوم دونك سي اون رونكونتر مع فوزي بن سعيدي qui va en fait à qui je vais passer la parole dans pas longtemps pour se présenter. Cette rencontre هذه المرة est co-organisée ما بين l'ESAV Marrakech, l'Institut français de Meknès, l'Institut français de Marrakech. معنا من l'Institut français de Meknès سي محمد بيود. مرحبا merci beaucoup. و دونك معنا من l'ESAV سارة العوني. Bonjour, salam. Merci de m'avoir. دونك فوزي هذا لو لايف اللي هي يكون فيه ساعه هاد الساعه المكانه ساعه ونص بلوتو ان فيت فيها ساعه المكانه بيناتنا حنا ونص ساعه الاخرى اون فا تو ريترانسميتر الاسئله ديال الجمهور داكور يتفرج فينا ان فيت كي فون بوزي دي كيستيون دونك اللي محسن هيتكلف يجمعهم. Donc, pendant une heure ou là, une heure et demie, en fait, on va apprendre à te connaître au fur et à mesure, en fait, et on va rentrer en profondeur. Mais j'aimerais bien, est-ce que toi-même, tu peux me résumer Fawzi Ben Saidi en quelques dates, quelques projets, quelques… Oui, bonjour. Alors, en quelques dates, c'est pas toujours simple, mais quelle date je peux retenir? Quelle date je peux retenir? L'Isadak. Ouais, l'Isadak, sûrement, il y en a beaucoup. Hein. Je suis en train de… Ça va pas être de manière peut-être chronologique. Je vais pas faire de manière chronologique. Je vais faire ça comme ça. Ce sont des premières fois, peut-être. Donc je dirais mon premier court-métrage, 1998. Que j'ai tourné fin 97, c'était c'est une nouvelle naissance pour moi. Je considère toujours que j'ai la naissance biologique qui est sur l'acte civil, d'état civil, etc. Et je pense que j'ai eu une deuxième naissance qui est celle du film. Donc ça c'est très 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 important. La naissance de mes fils, donc 2003 et 2008, sont des dates importantes. Le premier film vu dans un cinéma à Tétouan, l'été, j'étais emmené par mon père voir un film de guerre, évidemment, parce que mon père est quelqu'un qui a vécu la guerre, donc c'était quelque chose de très présent. En tout cas, le récit de la guerre était très présent dans mon enfance. Quelle autre date? Il y en a beaucoup, mais ceux-là, c'est vrai, restent des dates importantes pour moi. Ok, si Mohamed Bioud, je pense que je vais te laisser ouvrir le bal. Alors, merci beaucoup. Merci encore une fois. Je suis très heureux de participer à ce débat. Merci à Fawzi aussi d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi en tout cas. Moi, Fawzi, je connais tes liens avec la ville de Meknès où je vis, moi, actuellement. J'aimerais juste revenir avec toi sur tes liens avec cette ville que l'on retrouve fragmentée dans ta cinématographie. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu peux parler de Meknès et de tes liens avec la capitale de Moulay Ismaïl? Oui, alors, je vais dire, sincèrement, c'est une ville, je vais dire tout de suite, à laquelle je dois beaucoup. Tu sais, dans l'histoire d'un homme, on peut souvent, comme ça, se pencher sur les moments où on devait changer de lieu, par exemple. Et je sais que dans l'histoire de ma famille, on était quand même censé vivre au nord, par exemple, parce que moi, ma famille, elle est du nord. Ma famille, elle est entre Tétouan et Tanja, et donc, normalement, on devait y vivre. Il y a eu aussi à un moment donné où mon père, pour des histoires de travail, allait partir en Angleterre et on devait le suivre. Donc, pendant un moment donné, on était sur le point de départ pour immigrer, en fait.
en Angleterre. Et des fois, je me dis, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Il y a eu même une tentative d'aller habiter à Tétouan, par exemple. On a même passé une année à Tétouan. Et donc, finalement, j'ai eu des parties importantes de ma vie à Meknès qui sont l'enfance et l'adolescence. Et cette ville a vraiment façonné mon regard. Je crois que si je suis aujourd'hui cinéaste, c'est aussi grâce à cette ville. Il faut dire pour plusieurs raisons. La première, c'est une ville à l'architecture ouverte. C'est une ville où le regard est constamment aiguisé, si je peux dire. Des fois, on me demande pourquoi tu fais souvent des plans larges dans tes films. Je pense que ça vient de Meknès, parce que Meknès est construite sur des collines et quand on marche dans cette ville, sur des petites collines comme ça, l'ancienne ville et la nouvelle ville se regardent quelque part. Et quand on se balade entre les espaces de cette ville, on est toujours emmené à la regarder de loin quelque part. Et il y a aussi la dimension légendaire de la ville. Par exemple, il y a deux choses qui me restent beaucoup. C'est enfant, c'est le Moussem de l'Hadi Ben Issa, qui quelque part est une presque reprise ou c'est ces cérémonies presque païennes qui continuaient d'exister et étaient impressionnantes. Et c'était déjà le théâtre. On aurait dit qu'on était dans une cité grecque, en fait. On était dans la Grèce antique, dans cette ville. Il y a toute la partie Moulay Ismail, dont il y a l'histoire qu'on connaît, mais il y a toutes les légendes d'Amknes, par exemple, qui ouvrent sur un imaginaire incroyable. Il y avait surtout dans le quartier un homme qui nous racontait beaucoup, par exemple, ces histoires. Il savait les raconter. Il devait être passionné par ça, mais il devait aussi en inventer dedans. Mais il y avait des choses incroyables. Incroyables. Ou l'histoire de Meknès. Donc, tout ça, je crois, a façonné mon regard et a constitué mon imaginaire. Et il y a Meknès la cinéphile aussi. Donc, tu dois ta cinéphilie à la ville de Meknès, Fawzi ? Aussi parce que c'est une ville que moi, adolescent et enfant, c'est une ville, par exemple, où je peux dire, il y avait à la semaine, il y avait 4 ciné-clubs, c'est-à-dire qu'il y avait des projections le mardi, il y avait des projections jeudi, il y avait des projections vendredi, il y avait des projections dimanche. Et ça, c'est des ciné-clubs, donc ils passaient les chefs-d'œuvre du cinéma, etc. Donc on pouvait vraiment se balader à l'intérieur je peux dire, de l'histoire du cinéma, en allant d'un ciné-club à un autre, et on avait des salles, on avait 9 salles à l'époque, je me souviens, et dont une salle mythique, justement, que tu connais très bien, la salle de cinéma caméra. Donc voilà, donc j'ai eu la chance, je dirais presque, j'ai eu la chance de grandir dans cette ville. Maintenant, hommage rendu à cette ville, les rapports ne sont pas toujours simples, hein, parce qu'on tient avec une ville des rapports aussi complexes que les rapports qu'on tient avec sa famille, par exemple. C'est fait de passion, mais c'est fait aussi de passion violente, c'est fait de refus, c'est fait de déception, c'est fait de tristesse, c'est fait de nostalgie, c'est fait de confrontation. La ville est parfois accueillante, parfois non. Donc je ne tiens pas, j'en parle de la ville comme ça, mais je ne suis pas non plus dans la nostalgie la plus totale. Je le suis, mais je mesure aussi que c'est une ville avec laquelle j'ai ce rapport. D'ailleurs, Sibéod, je me permets, la cinéma caméra, et je me rappelle que tu voulais passer un extrait. Exactement, ouais, s'il te plaît. Et donc, on en profite, comme ça, on raccorde là-dessus tout de suite.
فيهم دم. اوكي سي بيود تقدر تهضر لي علاش اختاريتي هذا الاكستري؟ Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que c'est quand même un cinéma qui est très présent dans la ville, en fait, dans la ville de Meknès, et parce que, voilà, et parce que c'était par rapport à l'histoire personnelle de Fouzi, à la cinéphilie aussi. Je pense qu'il a dû beaucoup fréquenter ce cinéma. Oui, c'est vrai, c'est très très juste, c'est très très juste. Et il y a cette fresque magnifique hein, qui imprime la rétine quand on est enfant. C'est-à-dire, il y a le cinéma. C'est très très belle salle de cinéma, en fait, faisait partie du tout. Les placeuses faisaient partie du cinéma. Cette tradition des femmes qui nous plaçaient, qui étaient souvent de belles femmes, d'ailleurs. C'est pour ça, là, je regarde et c'est pas que donc, ce que je vois, voilà, j'ai le souvenir comme ça d'avoir voulu filmer la solitude de cette femme comme ça, à la fin, qui reste avec les sons du film qui vient de l'intérieur et elle toute seule. J'ai beaucoup de tendresse pour tous les gens qui travaillaient comme ça dans les marges et qui, pour moi, enfant, se mélangeaient avec les cinémas. Je ne sais pas comment dire, j'avais pour moi l'impression que ces gens-là étaient proches du cinéma que moi, par exemple. Donc, alors, ils n'étaient pas des acteurs, ils n'étaient pas des réalisateurs, mais pour moi, M. Allah yarhamou, qui était le directeur de la salle, je le voyais comme un producteur de cinéma, celui qui dirigeait la salle. Les placeuses étaient comme des actrices pour moi. Celui d'ailleurs qui travaille dans le cinéma, qui est dans la séquence, c'est lui qui prend les tickets. C'était comme des techniciens du cinéma. Donc pour moi, ce monde était toujours merveilleux. Et c'est vrai, cette salle, j'ai vu des films, j'ai vu des films magnifiques dans cette salle. On a eu une chance, notre génération, c'est qu'on a rattrapé un cinéma intéressant, par exemple, le cinéma américain des années 70. Était un cinéma. Il faut rappeler que dans les années 80, les films arrivaient avec beaucoup de retard dans les salles. Et donc, du coup, les films des années 70 sont arrivés dans les années 80. Ils sont arrivés au Maroc 10 ans plus tard. Donc, moi, je me retrouve en fait dans un drôle de situation. Mais je crois que ma génération, on a grandi avec les films de Scorsese, de Coppola, de Brian De Palma, parce que c'est des films qui sont arrivés très tard. Donc, s'ils étaient arrivés dans les années 70, on était enfants, on ne les aurait pas vus. Donc, ils sont arrivés dans les années 80 et on les a rattrapés. Et c'est un cinéma très beau. C'est un cinéma qui allait sur le genre. Donc, c'est un cinéma qu'on distribuait. C'est un cinéma voilà, d'action, quelque part. Donc, on le distribuait. Donc, on se retrouvait quasiment avec des chefs-d'œuvre. Mais j'ai toujours eu ce décalage. C'est-à-dire, vu mon âge, j'ai eu un père qui a fait la guerre, par exemple. Et ça me rapproche presque aussi de cette génération-là. Cette génération qui avait des pères qui ont fait la guerre. C'est une génération qui a fait du cinéma dans les années 70 et les années 60. Donc, ce décalage, c'est vrai, mais je le vis avec beaucoup de bonheur, en fait. Donc ça me rattache à une histoire très ancienne et ça me laisse aussi me connecter. En même temps, je me sens très connecté avec une génération très jeune. Je me sens très à l'aise avec la jeunesse d'aujourd'hui. Aussi, tu as effectivement une vraie tendresse vers ces gens-là, vers des gens comme Hassan qu'on voit dans le film ou dans celui qui assure l'ordre, on va dire, dans la salle, vers les ouvreuses. Et cette tendresse, moi, je l'ai ressentie, puis on la retrouve aussi dans ton documentaire
sur les cinémas et les salles au Maroc, en fait. Tu donnes vraiment une belle part aux ouvreuses dans ce documentaire. Oui, c'est vrai, parce que d'un côté, ce qu'on appelle les gens, les petits gens, les gens fragiles de manière générale me touchent énormément. La fragilité me touche énormément. Et d'ailleurs, souvent, des fois, quand je choisis des comédiens, il faudrait qu'il y ait quelque part une blessure, une fragilité, par exemple. Il y a des comédiens qui sont très, très bien, mais quand il y a une espèce de carcasse qui protège, je n'arrive pas, par exemple. Donc, j'ai cette tendresse pour la marge, pour les gens que la vie n'a pas gâtés, et avec lesquels il y a beaucoup de... Ils sont capables de beauté, ils sont capables de dignité, ils sont capables de courage, ils sont capables d'audace. Et la vie ne les aide pas. Et donc, je suis très touché. Et donc, du coup, c'est vrai, dans les cinémas, par exemple, c'est vrai, dans le documentaire, il y a une séquence comme ça avec les ouvreuses. Mais voilà, la marge, mais la marge est importante. Hein. La marge est toujours très importante, même dans la création. Heureusement que la marge existe. S'il n'y avait pas de marge dans un livre, hein, la partie écrite ne serait pas soutenue, si je peux dire, ou alors il déborderait. Donc c'est une marge qu'on oublie, elle est importante. Ces invisibles, hein, qu'on croit invisibles, sont extrêmement importants. Et heureusement, ce qu'on vit aujourd'hui, par-ci, par-là, pousse les gens à se dire, et oui, tous ces gens invisibles sont des gens qui sont en première ligne et sont des gens importants. C'est grâce à eux qu'on a tenu, etc. Mais j'espère que ça ne va pas être juste, je peux dire, une bienveillance de circonstance qui va disparaître très vite. بغيت ندير هي واحد لا بوتيت بارونتيز قبل ما نعاود نعطيك لا بارول سي محمد بيود. ما نساوش بان راه معنا الناس متبعينا في انترنت. بغيتي نفكرهم بانهم يمكن لهم يطرحوا الاسئله ديالهم باللغه اللي بغاو. الاسئله راه كاين واحد الشخص مكلف كيجمعهم. نص ساعه الاخرى ديال هذا اللايف هتكون مخصصه الاجوبه على هذه الاسئله ديال الناس اللي كيتفرجوا فينا في انترنت. اي بون بارونتيز فيرمي سي بيود لك الكلمه. J'aimerais juste en fait aborder aussi, puisqu'on parlait de la ville de Meknès tout à l'heure, aborder aussi une partie de l'œuvre et de la vie d'El Fouzi qui est le théâtre. Oui, oui. Donc, c'est vrai que le théâtre a occupé une énorme partie de ma vie, une partie très, très, très importante. Donc, je disais souvent qu'en attendant le cinéma, j'ai fait du théâtre, ce qui est vrai. Donc, ce qui est vrai parce que, voilà. Mais par exemple, je reviens à Meknès, qui était le berceau de cette passion. Et ça aussi, c'était une chance incroyable. Moi, j'ai commencé le théâtre au collège. Et donc, se dire, par exemple, et j'ai continué au lycée avec la même troupe, le même groupe qui était avec moi. Et par exemple, au lycée, on a eu, je vais le dire, c'est le lycée Amina. On a eu une chance incroyable. Nous étions vraiment une troupe de théâtre au lycée qui avait un bureau, qui avait un lieu de répétition, qui avait un petit théâtre, vraiment un petit théâtre de 100 places. Et aussi, il y avait un autre lieu dans lequel j'avais joué mes pièces qui s'appelait Netaq Thaqafi. On peut traduire par le cercle culturel. Donc, cette partie-là, les maisons de la jeunesse à l'époque étaient importantes aussi, étaient très présentes. Il y avait une activité. Mais tout ça est lié. Moi, j'ai rattrapé encore une fois cette position que j'ai d'être entre deux. J'ai rattrapé, même si c'était en train de s'éteindre à la fin des années 80, j'ai rattrapé ce qu'a été aussi la beauté de l'engagement, si je peux dire. Et du coup, des années 70, cet engagement des années 70, politique et culturel aussi. Donc il y avait
il y avait un investissement de la culture hein, qui était assez important de la gauche marocaine. Et donc, du coup, il y avait tout ça, il y avait toute cette… j'ai rattrapé ça en tous les cas, j'ai rattrapé cette ambiance assez particulière et qui aujourd'hui, je trouve qu'on a eu cette chance de la rattraper, malgré que les choses étaient compliquées, etc. Mais c'était extrêmement intéressant. Tu as mis en scène, par exemple, dans Terre Lille, tu as mis en scène quand même Touria Jebran, qui est quand même une grande comédienne, une grande force, mais aussi une grande fragilité, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Absolument, absolument, c'est très juste. Et ça, par exemple, j'aimerais bien vraiment lui rendre hommage parce que Touria était venue voir un spectacle que j'avais monté quand j'étais encore à l'école de théâtre, qui s'appelait Bartlett, qui était une adaptation d'une pièce de théâtre d'Eugène O'Neill. Et elle avait beaucoup aimé. Je suis parti en France après. Elle m'a appelé pour la mettre en scène. Je veux dire, je voudrais vraiment rendre hommage à son audace, à son courage. C'est-à-dire appeler un jeune metteur en scène. Moi, c'est vrai que j'avais comme ça fait 3 pièces de théâtre dans l'ombre du guerrier, Bartlett, justement, en étant encore à l'école et qui avait un peu comme ça intéressé. Mais ça lui est resté en mémoire et donc il m'a appelé pour la mettre en scène. J'étais très jeune et il m'a fait cette confiance très, très généreuse et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, c'est vrai, avec elle et avec le Khamouli et avec Abdallah Chicha à l'époque, les 3 comédiens. Très bien. Alors, je vais donner la parole à Sarah, qui est étudiante à l'ESSAB. Sarah, une petite présentation. Tu es étudiante en quelle année? Oui, déjà, je m'appelle Sarah et je suis en première année de l'ESSAV, du coup, en tronc commun, débutante en cinéma. Et c'est un honneur d'être ici et de vous entendre, Monsieur Fawzi, parler de cinéma. Merci. Donc, pour ma question, genre, en tant qu'étudiante en cinéma, je trouve que le plus difficile quand on fait un film, c'est d'obtenir un résultat conforme à ce qu'on a imaginé au début. Du coup, ma question c'est, avez-vous déjà vécu ce genre de problème avec un ou plusieurs de vos films? Et si oui, comment vous avez surpassé la déception? D'accord. On subit ça tout le temps. Je veux dire, c'est partie intégrante de l'acte créatif en lui-même. Il m'a fallu des années pour l'accepter. Donc, je comprends que votre question est une question de dire comment échapper à ça. J'ai fini par accepter de ne pas échapper, mais de jouer avec. Mais en tous les cas, si vous voulez que je vous dise quelle est la partie la plus heureuse de l'acte créatif, je veux dire, l'acte de fabrication d'un film, c'est l'écriture. Parce que l'écriture est le moment des possibles. On peut écrire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie, et on est encore dans le film qu'on a envie de faire. Mais le réel s'impose tout de suite quand on est sur un tournage, par exemple. Et il faut savoir à quel moment tenir tête et à quel moment laisser presque rentrer l'accident, par exemple, l'accepter, en faire un allié. Je pense même que le principe même d'un film qui a réussi est un film, pendant sa fabrication, on a réussi à apporter des solutions à justement l'impossibilité de réaliser ce qu'on avait en tête. Parce que c'est très étrange, par exemple. Pendant longtemps, j'avais l'impression que la nature est contre moi dans mes films. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de très magique dans le cinéma. C'est-à-dire que cette communion
de 40 personnes qui se réveillent un matin, arrivent devant un champ et une montagne au loin, et il veut réinventer le monde, veut imposer au monde le regard d'un cinéaste, donc veut faire bouger, veut changer le monde, c'est comme si le monde répond, et des fois il résiste. C'est très étrange comment la nature parfois se déchaîne. Alors au début, on croit que ça n'arrive qu'à nous, et puis après, ça arrive. Donc, c'est très étrange. Et des fois, elle est bienveillante. Et des fois, il y a une lumière inattendue, etc. Donc, à un moment donné, c'est comment pouvoir, en fait, voilà, juste trouver les bonnes réponses à toutes les galères, si je peux dire, d'un tournage. Ça, je ne parle que de le tournage. Après, aussi les rapports à la production, les rapports à la télévision, les rapports à la distribution, les propositions bienveillantes de tous les gens qui sont autour de vous quand vous réalisez un film. Tous les gens, et avec beaucoup de bienveillance, vont vous proposer des choses. Comment pouvoir, à l'intérieur de ça, ne pas perdre son film? Comment pouvoir prendre ce qui est bon pour le film et pouvoir déceler ce qui ne l'est pas, même s'il vient d'une bienveillance. Quelqu'un va venir vous dire, mais ah oui, mais finalement, est-ce que vous ne pensez pas que mettre la caméra par-ci ou par-là, ou je ne sais quoi, ou utiliser telle focale, ou je ne sais quoi, ou telle couleur, ou telle... Comment, à l'intérieur de ça... Et des fois, quand je dis que le cinéma est un art difficile, c'est pas pour, je ne sais pas, c'est pas pour dire attention, etc. Mais c'est une réalité. Je veux dire, réaliser un film, c'est pouvoir réussir plusieurs choses à la fois. Un peintre a son tableau devant lui, il faut qu'il le réussisse. Un écrivain, il est devant sa page blanche. Il a un roman à écrire, il faut qu'il le réussisse. Un metteur en scène, il faut savoir composer un cadre, il faut savoir parler à des comédiens, il faut savoir intégrer ou pas la musique, il faut être capable d'entendre le son, par exemple. Par exemple, être sensible au son et à la lumière dans un film, c'est pas simple, je veux dire. Alors, donc, quelque part, la réalisation, la mise en scène est un art qui requiert quelque part plusieurs qualités et non pas une seule. D'où la difficulté. D'où la difficulté, mais je ne le dis pas pour bloquer les gens, je le dis juste pour qu'on se rende compte, de là où on va, dans quel métier on s'embarque, et que la force du désir du métier doit être énorme, parce que quand même, le cinéma est un art qui coûte cher, les obstacles sont énormes, etc. Donc voilà, je dis ça, je suis parti un peu plus loin de la question. Alors, en fait, Sarah, tu avais aussi, toi aussi, un extrait que tu voulais montrer. Oui. Donc, alors, je vais le lancer tout de suite et on parlera de ça juste après. D'accord.
Alors, bon, déjà, en fait, avant de. Bon, là, pour ne pas perdre le fil, Sarah, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait? Oui, donc en regardant le court-métrage, j'étais assez surprise par cette scène parce qu'on ne voit pas, on ne trouve pas souvent ce genre de scène un peu dans les films marocains. Du coup, pouvez-vous nous expliquer votre intention dans ce... Est-ce que c'est vraiment... est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu à l'américaine, je veux dire? Ah là, pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que À c'est l'américaine. à Genre, l'américaine? oui, un peu occidental. Oui. Un peu, j'arrive pas à entendre, pardon. Je pense que si j'ai bien, parce que moi aussi, en fait, il y a un petit problème de connexion, si j'ai bien compris, elle trouve en fait qu'elle n'a pas l'habitude de voir ce genre d'imagerie et d'images de femmes libérées dans le cinéma marocain, et surtout en fait pour l'époque. Est-ce que, en fait, quelle était l'intention? Elle trouve que c'est un peu, est-ce qu'il y a un petit côté occidental dedans, ou la de manière de vivre occidentale? Oui, très bien, d'accord. Vous me ramenez loin déjà. C'est vrai que c'était mon deuxième court métrage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Donc, ouais, ça vient de très, 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 très loin. Non, c'est vrai. Ce qui m'a guidé dans ce court métrage, moi, j'ai toujours fait ça. En tous les cas, c'est un trait de caractère, j'ai l'impression. En tous les cas, j'avais fait La Falaise avant, qui est un film en noir et blanc, qui est un film en extérieur. Voilà, qui est un film qui est très différent. Et Trajet est un film nocturne, est un film de studio, est un film claustrophobe, est un film intérieur, est un film moderne, est un film sur une fille étudiante de médecine chez elle qui a comme ça une scène de dispute et de séparation avec son copain. Et qui vit, et on découvre petit à petit qu'il n'y a pas que ça qui s'écroule dans sa vie, mais il y a énormément de choses derrière qui s'écroulent. Alors, c'est une fille qui vit comme vivait à Casablanca, des jeunes filles comme elle, qui sont étudiantes et qui vivent dans un studio toutes seules. Donc, la volonté, et c'est totalement cinématographique en fait. D'ailleurs, moi, pour vous dire la vérité, je suis arrivé dans un monde qui était déjà mondialisé. Je veux dire, écouter du rock anglais comme elle fait, je veux dire, voilà, déjà dans ma génération, j'ai l'impression qu'on ne se posait même plus la question. Je veux dire, je ne sais pas comment dire, c'est aussi marocain, ça. Je ne considère pas ça, par exemple, que ce n'est pas marocain. C'est marocain, c'est juste, c'est un studio, elle est étudiante en médecine, elle écoute une certaine musique, elle vit toute seule, elle a une relation très libre avec son copain qui vient la voir, etc. Après, on découvre dans le film la famille derrière, etc. Et donc, du coup, sincèrement, je ne me pose même pas cette question-là. C'est-à-dire, il y a un travail sur la couleur, par exemple, ça c'est vrai. Dans les envies qui étaient derrière le film, donc j'avais fait un film au noir et blanc, je voulais vraiment tenter la couleur. Donc, il y a des couleurs comme ça, très assumées, comme ce jaune, par exemple, de la salle de bain. Il y a un truc sur la circulation de l'eau dans le film, par exemple, sur l'élément eau dans le film, par exemple. Ça c'est des choses qui me restent de ce court-métrage, parce qu'il est lointain quand même. Mais les intentions dont je me souviens étaient ceux-là, par exemple. Comment faire circuler des éléments à l'intérieur? Comment faire que la photo, par exemple, la photo a tout un parcours dans le film. D'ailleurs, quand elle danse, au début, c'est juste une chanson, elle danse, mais après, on découvre qu'elle ne monte pas juste comme ça sur le lit, mais parce qu'elle piétine la photo de son copain. Cette photo qu'on retrouverait déchirée dans la salle de bain après, etc. Le petit poisson, c'est une vraie histoire de ce petit poisson. Et j'avais ce désir de faire exister les personnages et de faire exister des objets qui évoluent dans l'histoire et qui deviennent même, il y a même une photo qui va devenir assez importante, portée par la mère d'ailleurs, assez importante dans l'histoire. Voilà, ça c'était les désirs, les envies. باش ما نبقاوش un dialogue à Fawzi, parce que j'imagine c'est un vieux court métrage. D'ailleurs, en fait, je l'ai pas vu. Bon, ah oui, voilà. Et j'imagine, est-ce qu'on peut le voir quelque part d'ailleurs? Est-ce qu'il fait partie des films que tu as uploadés un jour sur Internet? Non, franchement non. Mais peut-être il va falloir que je commence à faire ça. Ok, Anna, نديروا une petite parenthèse ومن بعد نرجعوا للسينما. Fawzi, où est-ce que tu es confiné?
Ah, moi à Paris. Euh, طلق الله سراحكم. oui, exactement. Moi, je me suis dit, tu sais, il y avait le 8 mai qui a été célébré ici. Je me suis dit, on aurait pu célébrer le 11 mai aussi, parce que c'est un jour de libération aussi. Et alors, comment ça se passe? Comment dire, le temps d'apprendre à vivre avec le confinement, il est déjà trop tard, comme disait Aragon. Donc, je ne sais pas comment dire. C'est vrai que, ouais, il y a un sentiment de liberté. D'ailleurs, pour dire la vérité, la chose qui m'inquiète le plus, moi, dans ce qui nous arrive, c'est justement ça. Je veux dire, moi, je suis toujours un espèce de mélange entre une comment dirais-je, une espèce de naïveté vraiment. J'ai un optimisme naïf qui dit le monde de demain est différent, et une espèce de conscience tragique du monde qui dit que les hommes dont leur histoire ont toujours été aveugles, et que comme l'histoire bégaye, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on ne va pas s'enfoncer dans des sociétés de contrôle? C'est ça, moi, qui m'inquiète dans cette histoire. C'est-à-dire, on a cédé beaucoup de nos libertés, et je comprends évidemment le confinement, etc., mais j'espère que, parce qu'on a cédé déjà avec la menace du terrorisme, et là, on a cédé avec la menace pandémique, j'espère vivement que ce qu'on a cédé dans nos libertés, on va le récupérer. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et je reviendrai plus tard sur le confinement à Fawzi et le cinéma, en fait, et le rapport le cinéma et coronavirus vers la fin. Je suis à dire le live. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est alors, la nouvelle vague du cinéma marocain. Tu sais, en fait, la fin des années 90, le début des années 2000, vous étiez quelques réalisateurs de la diaspora, disons, parce que j'imagine que vous étiez installé là برا ودرتوا افلامكم الاولى لبرا ورجعتوا للمغرب ودرتوا افلام في المغرب. Et donc, en fait, à un certain moment, on parlait de la nouvelle vague du cinéma marocain, du fait Antaya ou d'autres réalisateurs et réalisatrices. Donc, Lyouma, avec plusieurs années de recul, est-ce qu'on peut toujours parler d'une vague de cinéma? Est-ce que vous êtes réellement un courant? Ou est-ce qu'en fait cette vague a tenu ses promesses, si promesses il y avait? Et sinon, Alash. Et c'est une question un peu à rallonge. Et la dernière, en fait, Lyouma, qu'est-ce que tu peux recommander aux jeunes cinéastes pour avoir un esprit, par exemple, de créer une vague ou là un courant? Alors, moi, finalement, en réfléchissant depuis la fin des années 90, quand on a commencé à faire nos films, il faut reconnaître que il n'y a pas eu beaucoup de moments. Il y a eu dans les années 70, début des années 70, l'arrivée de la première génération, Imoun Smihir, Gab, Jalil Farhati, etc. Donc, Darqawi, évidemment. Et il y avait cette. Et depuis, je crois qu'il n'y a pas eu jusqu'à notre arrivée à nous, enfin, c'est-à-dire l'arrivée de cinéastes de la même génération à commencer à faire leurs films en même temps. Déjà ça, en lui-même, est un mouvement. Mais après, je me pose la question, est-ce que tout ce qui est nouvelle vague, tout ce qui est française, par exemple, tout ce qui est free cinema en Angleterre, tout ce qui est je ne sais pas laquelle encore, mais le new réalisme en Italie, est-ce que ce n'est pas une création de journalistes et non pas de cinéastes, de critiques finalement, qui eux ont besoin de dire, voilà, de classifier et de théoriser autour. Est-ce que les cinéastes avaient quelque chose en commun entre eux? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Truffaut et Godard finalement? Qu'est-ce qu'il y a de commun finalement? Alors il y a l'air du temps, et ils étaient beaucoup plus proches, etc. Mais finalement, on peut même se poser cette question-là entre le cinéma. Prenons les deux exemples les plus connus. Entre le cinéma de Godard et le cinéma de Truffaut, il y a un monde, par exemple. Vraiment, il y a un monde. Donc, je me pose cette question. La différence aussi dans laquelle nous, la différence historique, notre arrivée à nous à la fin des années 90,
c'est la fin des idéologies aussi, et la fin des utopies, et ce monde qui change. Je vais dire, même dans le théâtre, par exemple, l'expérience du théâtre du Soleil dans les années 70, même dans le théâtre, il y avait ce mouvement de groupe, ce qui était lié, je pense, à une réalité politique de l'époque, et que nous, on est arrivé malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je ne veux pas porter de jugement, mais on est arrivé quand même à un moment donné où l'argent est roi, et donc où les débuts de mondialisation, de plaisir individuel, etc., et de citoyens consommateurs. Et du coup, je ne sais pas, je crois qu'à l'intérieur de ça, il était difficile de créer. La deuxième chose que je peux dire, c'est que la presse, a parlé de nous en tant que nouvelle vague, et nous, on n'a pas fait... On n'en a pas fait un étendard, on n'en a pas profité, si je peux dire ça comme ça de manière. Et je pense que je me souviens d'avoir moi dit ça très tôt, d'avoir dit qu'il y avait, j'avais conscience comme ça qu'il n'y avait pas grand-chose à avoir entre le cinéma que nous produisions les uns et les autres et que nous continuons à produire. On est très très différents les uns des autres. Et puis c'est une histoire à part. Donc, je ne pense pas qu'on a constitué, sincèrement, on a constitué une arrivée. Donc, c'est un mouvement par la force des choses. Mais nous ne sommes pas un mouvement esthétique. Nous ne nous sommes pas battus des nuits et des jours pour dire, voilà, ce que c'est que dans le langage cinématographique marocain, telle ou telle grammaire du cinéma, etc., tel ou tel sujet. Je pense qu'on a existé, voilà, on a existé, mais que nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas un mouvement parce que et je pense d'ailleurs, on peut même regarder, est-ce qu'entre la fin des années 90 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des mouvements de cinéma dans le monde? Je n'ai même pas l'impression, à part le baroud d'honneur de Lars von Trier. 95. Ouais, voilà, et qui était aussi dans l'esprit aussi un peu provocateur de Lars von Trier, et même c'est comme une espèce de la fin de quelque chose. Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire de créer un mouvement de cinéma, etc. Mais je sais pas, c'est pas la même chose. Je sais pas. Voilà, je dis ça comme ça. Même par exemple, toi aussi, Fawzi, avec ton dernier film, Volubilis, tu as un peu fait les festivals, donc le circuit. J'imagine que même quand tu développes un film, tu fais un peu les festivals. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer, par exemple, les nouveaux réalisateurs de Tunisie et d'Algérie? Parce que j'ai l'impression que, par contre, les voisins, ces dernières années, qu'il y a une nouvelle, je sais pas si tu es d'accord. C'est des jeunes qui se sont rencontrés des ciné-clubs, qui ont pris des cafés ensemble, qui ont discuté de cinéma à un moment, qui ont travaillé l'un dans le film de l'autre, qui font des films différents, certes, mais ce n'est pas un mouvement esthétique, mais il y a un côté de cohésion de groupe chez le voisin. Moi, par exemple, ça me stimule, je me dis que c'est peut-être on devrait aujourd'hui s'en inspirer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est nécessaire déjà? Je peux me permettre de dire que j'ai beaucoup d'amitié dans le cinéma algérien. J'ai même arrivé de jouer chez Nadir Mouknesh et chez Sophia Djama, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux vraiment dire qu'il y a un mouvement qui est différent de ce qui arrive chez nous. Je veux dire aussi, et c'est même, je suis même content de dire que c'est un signal, grand signal d'espoir. Il y a El Jem, il y a Sofia Ben Mbarak, il y a le film de Smaïl Iraqi qui arrivera bientôt. Il y a beaucoup de gens dans le court-métrage et je pense que je n'ai pas l'impression que ça parle plus ailleurs que chez nous. Je n'ai pas l'impression que... Mais nous, le Maroc, on a toujours un statut assez particulier par rapport à ça. Je ne sais pas comment dire. On nous aime bien, mais on nous aime bien. Mais il y a un côté, je ne sais pas comment dire, j'arrive pas à le formuler. J'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas très, très justes, mais je sais pas, peut-être qu'on ne prend pas trop au sérieux. Je ne sais pas comment dire. Donc, alors, non, j'en profite parce que... j'ai l'impression à la fin que le cinéma le métier de réalisateur est un métier très solitaire, sincèrement.
On est seul finalement. Faut accepter cette position solitaire et voilà. Je ne sais pas. Mais j'en profite parce que tu as parlé de jeunes réalisateurs marocains qui sont à leur premier long déjà sortis. Pour revenir à quelque chose d'essentiel qui est la transmission. Et en fait, la transmission intergénération. Donc, je rappelle ou là, je dis que tu es intervenant à l'École supérieure des arts visuels, les fait à des ateliers de réalisation et de direction d'acteurs. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me parles d'un projet que tu viens de finir au tournage, qui a trouvé naissance l'ESAV. Tu me parles de sa genèse, de ton rapport à l'ESAV et du projet sur Tchekhov. Ouais, très bien. Ah oui, très bien. Avec plaisir. Alors, comme c'est un film qui est en train de se faire, c'est-à-dire il n'est même pas terminé, on est en post-production, on est en montage, mais on est arrêté vu le confinement, donc on va reprendre. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup parler de ça. D'abord dire que les SAV, franchement, c'est pas pour jeter des fleurs, mais juste dire la vérité, la réalité. Oui, j'interviens pour la direction d'acteurs et dans le département réalisation avec beaucoup de plaisir. Mais il y a surtout cet espace qui a été permis avec mes comédiens proches. Il y a comme ça, comme une troupe de comédiens. Et ça va beaucoup participer à la consolidation de quelque chose qui me lie à Mohsin Malzi, Abdou Taleb, Nadia Kounda, Nourdine Saïdan, Rabia Ben Chihia, Hajar Geriga. Désolé, je ne vais pas dire tous les noms, je peux oublier, mais c'est des gens qui, depuis 2014 maintenant, on revient quasiment chaque année à l'ESAV et on travaille sur un texte. Et l'idée avec l'ESAV, avec Vincent, c'était de dire que la direction d'acteur, c'est impossibilité à enseigner. Il faut dire que comment enseigner la direction d'acteur est une question, nous ne sommes pas les seuls à se la poser difficilement. Et on a pensé que peut-être le théâtre est le meilleur lieu pour apprendre à diriger un acteur. Le cinéma, on ne peut pas apprendre sur un tournage, diriger un acteur. Aucun stagiaire ne reste approché d'un réalisateur qui parle à ses comédiens. Donc, comment, par le théâtre, et non pas faire un cours comme ça de direction d'acteur, mais de venir avec des acteurs et de travailler sur un texte avec la présence des élèves réalisateurs. C'est comme ça que c'est parti. On a travaillé sur Shakespeare. Pendant 2 ans, on a travaillé sur Shakespeare. Et puis, je me suis arrêté une année, ou 2, je crois, parce que je suis allé faire Volubilis. Puis, je suis revenu. Et là, j'ai travaillé sur Tchekhov. Et on a travaillé sur La Cerisay. Et le projet du film que j'ai tourné est né dans ces ateliers de l'ESAV, d'ailleurs. Et on a travaillé pendant 3 ans à l'ESAV sur La Cerisay, dans cet esprit de travailler sur le texte de Tchekhov avec la présence des élèves réalisateurs. Et donc, petit à petit, j'ai tissé ce scénario qui a été finalement produit par des gens très audacieux qui nous ont suivis et qui l'ont totalement produit en fonds propres et qu'on a tourné en décembre à Tanger l'année dernière. Et donc, vraiment, c'est 3 ans de travail à l'ESAV dans cet atelier d'acteurs qui a donné naissance à ce film. Et je n'oublie pas aussi, il y avait Hasna Moumni, il y avait Mounaftou qui nous ont aussi rejoints sur cet atelier. Et donc, voilà. Donc, je tiens à rappeler que ce live est co-organisé entre l'ESAV Marrakech, l'Institut français de Marrakech et l'Institut français de Meknes, l'Imana, M. Mohamed Beyoud, à qui je redonne la parole. Moi, j'aimerais juste, avant de poser ma question, est-ce que Fawzi pourrait s'engager devant témoin à être jury l'année prochaine au Festival international de cinéma d'animation de Meknes qu'on organise? C'est en mars 2020. Je viendrai avec grand plaisir. Voilà, c'est signé, acté en public. Je ne peux plus faire marche arrière. En plus, sincèrement, tous les échos sont magnifiques de ce festival. Et vraiment, le festival n'a pas besoin vraiment que je fasse
vraiment cette déclaration, mais vraiment, c'est un super travail. Mais vraiment, c'est un travail auquel je pense quand on pense aussi à la question des salles de cinéma, à la question du public au Maroc. C'est un festival qui a donné les prémices aussi d'une réponse et peut-être un jour, il va falloir s'intéresser. Je viendrai avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, vraiment. Alors, moi, ma dernière question, c'est juste comment tu réfléchis à la mise en scène à Fawzi. Est-ce que quand tu écris, est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu storyboardes tes films? Oui, alors, je vais te dire, moi, je dis souvent, je n'écris pas de scénario, j'écris des films. C'est-à-dire, quand j'écris, je ne suis pas dans une démarche littéraire. Je ne suis pas en train d'écrire une histoire. Oui, bien sûr, il y a l'histoire, bien sûr, il y a les personnages, bien sûr, il y a l'intrigue, etc. Mais pour moi, j'écris un film. Donc, dans mon écriture déjà, il y a quelque chose qui a à voir avec ça. Je n'écris que des séquences qui, pour moi, sont des images et des sons. Et évidemment, encore une fois, je me répète, il y a tout le reste. Il y a trois étapes. Il y a celle-là. La deuxième étape, ce sont les repérages, qui sont pour moi une étape extrêmement importante. Elle est aussi importante que le casting. Je le dis souvent. C'est-à-dire, choisir un comédien est aussi important que choisir un espace. L'espace, je mets en scène pour l'espace beaucoup. Et ma mise en scène est très, 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 très liée à l'espace. Bon, moi, je défends une idée de cinéma à travers ça. Je ne conçois pas une mise en scène qui ne prend pas en charge un espace. Et beaucoup, beaucoup de cinéma de ces dernières années est un cinéma extrêmement découpé, où le spectateur n'a jamais conscience de l'espace, parce que c'est extrêmement découpé. Et il y a une espèce de bluff presque. J'assume ça parce que je sais qu'un cinéma très découpé peut aussi donner des beaux films aussi. Mais j'acte une position qui est celle-là. J'appartiens, moi, à cette manière de faire du cinéma qui est peut-être pas très ce qui se fait de plus actuel, mais je m'en fous. Donc voilà, il y a ça. Donc là, j'ai dit c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le storyboard, mais c'est un storyboard vraiment que je ne partage pas. C'est-à-dire, moi, je fais des dessins qui sont peut-être ne sont lisibles que par moi-même, je crois, parce que je ne suis pas un bon dessinateur, et du coup, je ne peux pas les partager, mais qui sont pour moi, en fait, le carnet de bord, quelque part. Ils sont la partition musicale avec laquelle je mets en scène le film. Et donc, je me balade toujours avec ça sur le tournage. Les gens qui travaillent avec moi le savent. Donc, il y a toujours cette espèce de livre très, très, très important où il y a une page, il y a le scénario, et une autre page, il y a tous mes dessins comme ça avec lesquels je mets en scène. C'est comme ça que je me prépare. Et comme je le disais tout à l'heure sur cette histoire sur la question de la difficulté de ne pas réaliser, avec cette préparation-là, je ne me ferme pas évidemment à ce qui arrive sur un plateau et auquel il faut être attentif, sensible et ouvert et même capter la magie de l'accident. Le théâtre est l'art de l'accident. C'est parce que je viens du théâtre aussi. Vraiment, le théâtre, le cirque, les arts comme ça, vivants, sont des arts de l'accident. Ou des choses où chaque soir, quand on joue une pièce de théâtre, le lieu influe, le public influe. Et donc, du coup, faut chaque soir se réinventer. Et donc, j'essaie au cinéma aussi, sur le plateau de tournage, même si j'ai toute cette armada de préparatifs, de ne pas devenir un prisonnier de ce que j'ai préparé. Une petite intermise. Sarah, je me rappelle, tu avais un dernier extrait à passer. Au Mouraha, la dernière rubrique de live, ou l'avant-dernière. La dernière rubrique, il y a les questions-réponses avec le public. Donc, on doit voir l'extrait. On a à Sarah, Soulim Bad. D'accord.
Alors, nous revoilà. Sarah, si tu pouvais, avec أول حاجة قولي لنا شنو من الفيلم هذا، علاش اختاريتي هذا الاكستري وسولي السؤال ديالك. D'accord. Du coup, on revient à Meknes avec le film Volubilis, qui m'a vraiment touchée puisque j'ai vécu avec mes grands-parents presque la moitié de ma vie à Meknes et j'ai reconnu beaucoup de coins. Et on revient surtout à ce que vous disiez, l'espace et comment l'espace est aussi important que les personnages. Du coup, dans cet extrait, on sent ces différences entre ce grand espace très vide et très silencieux dans la maison du riche et cette différence entre cette maison et la maison du pauvre qui est toute petite, une chambre qui est très peuplée et très bruyante. Et voilà, c'est mon commentaire du coup. Que voulez-vous dire à travers cette mise en scène? Ouais, alors, encore une fois, je suis guidé d'une manière totalement inconsciente, je dirais, parce que c'est ma manière de faire. C'est de toujours faire les films, raconter les histoires avec les outils du cinéma. Donc, dans les extraits qu'on a vus depuis le début, il y a peu de dialogue, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se passent en mettant une image à côté d'une autre et des sons qui les accompagnent ou ne les accompagnent pas. Donc pour moi, il y a cette idée, en fait, totalement cinématographique, c'est celle presque du voyeur. Je veux dire, on est des voyeurs quand on est des cinéastes et quand on est spectateur. Donc il y a quelque chose dans le film qui traverse tout le film, qui est l'histoire du regard, en fait. Le film commence d'ailleurs par ce regard-là sur la ville de Meknes au début. Et c'est quelque chose qui va comme ça, qui regarde qui, c'est quelque chose qui traverse le film. Et donc ce moment-là où cet homme qui vient chercher sa vengeance se trouve dans un premier temps impressionné et mis à distance, et petit à petit il découvre la vie de ses bourreaux, des gens dont il avait envie de se venger, et comment petit à petit cet homme changera. Et puis, bon, si on voit le film à la fin aussi, il y a le fait que les places se changent, lui est à l'intérieur de la maison, quand Malika prend sa place dans l'arbre pour le regarder, etc. Donc il y a une construction comme ça de cet espace et de la mise en scène autour de la question du regard. Mais mes films sont traversés, ça je crois que ça vient de la cinéphilie, sont traversés par la question du regard, je pense, tout le temps. D'ailleurs, je l'ai découvert après grâce à aussi à des gens qui ont lu les films. Les films démarrent souvent chez moi avec des gens qui regardent ou des gens qui sont regardés. C'est 1000 mois démarre avec des gens sur la colline qui regardent le croissant de lune pour savoir si le ramadan commencera demain. W commence par Kamel qui regarde sur la plage les signes qu'on lui laisse et qu'il doit déchiffrer. Moravendre commence par les 3 garçons qui regardent vers la porte de prison dont on va sortir leur copain. Et c'est des choses qu'on fait inconsciemment dans un premier temps. Puis petit à petit, on se dit, finalement, je fais des films pour raconter ma passion du cinéma, finalement. Je suis habité par la question du regard et donc par la question du cinéma. Et dans ce film, il y a ça beaucoup. Il y a ça, c'est vrai. Fawzi, Anna, je voulais partager un extrait, Anna, mais je ne vais pas le faire parce qu'on est un tout petit peu à court de temps. دخلنا في الحصة الزمنية اللي normalement مخصصين للأسئلة، غندخلوا فيها شوية. دونك ليكستري اللي كنت باغي نبارطاجي هو لي زيكستري اللي بارطاجيتي مؤخرا انت ديال الكور ميتراج الاخر ديالك ساني دايز.
المهم كنت باغي ندوز دونك كنشجع الناس يقلبوا عليهم راه كاينين في لاباج ديالك موجودين في فيسبوك ان فيت ساني دايز سي زيكستري ديال الفيلم القصير الاخر ديال فوزي بن سعيد اللي درتيه العام اللي فات. في هذا الفيلم بالضبط فوزي كنلاحظوا بان كان عندك un sens de l'anticipation pratiquement. C'est un film d'anticipation qui parle peut-être d'une crise écologique. On voit dans certaines images des choses اللي عشناهم حنا مؤخرا في هذه الفتره ديال الكونفينمون. انا علاش بالضبط هذا بغيت نديك من هذا الفيلم هضر لي شويه على اليوم كي كتبان لك السينما في العالم ديال الكورونا فيروس ديال الكوفيد 19. Ah oui, alors moi, sincèrement, je vais te dire quelque chose. أنا بصراحة كنخاف شوية من هذا الشيء ديال il faut réagir très vite sur quelque chose qu'on est en train de vivre. Je pense que c'est des choses qui ont besoin d'être mûries. C'est comme quand il y a eu le printemps arabe et qu'on a voulu tout de suite qu'il y ait des films qui parlent du printemps arabe, des films que tout le monde cherchait partout dans les festivals. Et c'est devenu un sujet. Et je pense que le coronavirus va avoir ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, maintenant, on va dire, bon, allez, maintenant, c'est ça. Il faudrait que tout de suite. Je pense qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à ça, par rapport au sujet lui-même. Donc, comment parler de ce monde, comment le filmer, etc. Comment parler de cette expérience incroyable, unique dans l'histoire quand même, de 3 milliards de personnes confinées. C'est une expérience incroyable. On peut aussi, encore une fois, aussi parler de qu'est-ce que c'est que de contrôler la moitié de la planète et de la mettre chez elle. Bon, mais c'est un sujet énorme sur peut-être aussi, on revient à l'histoire de la liberté, des sociétés de contrôle, etc., ou des sociétés disciplinaires. Mais bon, c'est un sujet qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Mais juste pour revenir à l'histoire du cinéma, ce qui est par contre me pousse à réfléchir un peu, c'est que si jamais ce monde qui enlève en fait les lieux où se passent les choses et les remplace par l'offre numérique, c'est-à-dire la salle de cinéma ou les plateformes de streaming, l'école réelle ou l'école à la maison, etc. Je me dis, ça, c'est vrai que ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on bascule vite dans le règne de Netflix, si je veux un peu faire un raccourci et dire vite. Ça, sur le cinéma, c'est vrai que ça m'inquiète. Parce que ce qui m'inquiète, c'est que les gens, j'ai l'impression, vont avoir envie de sortir, vont avoir envie d'aller au cinéma, j'ai l'impression, parce qu'après tout ce qui arrive. Mais est-ce que on ne se rendrait pas compte d'un seul coup qu'une salle de cinéma, ça coûte très cher finalement. On ne gagne pas autant que si on balance les films direct en VOD sans passer par la salle. La logique économique et la logique commerciale qui nous a fait basculer dans le numérique, le choix du numérique est un choix totalement économique qui nous a été imposé en tant que cinéaste, par exemple. Nous n'avons pas fait le choix de lâcher la pellicule. Il nous a été imposé par l'économie. Donc, si ça s'impose à nous, je serais inquiet parce que je pense que je suis un défenseur ardent que la place d'un film est dans la salle et que la place d'un élève est dans une école aussi. L'idée de dire, voilà, on va donner un enseignement aux élèves chez eux, mais je vais dire l'école, c'est le berceau des désirs. Je veux dire, c'est là où le désir de vivre vient. C'est tous les désirs de ce qu'on a envie de devenir, de quel métier on veut faire, mais les désirs premiers, les désirs charnels, le rapport au maître, aux maîtresses, tout ça qui peut se dire que tout ça peut disparaître et qu'on fera parce que les écoles nous coûtent très cher ou coûtent à l'État très cher, etc. Ce monde-là m'inquiète et le cinéma dedans, oui, c'est vrai, m'inquiéterait beaucoup. Merci beaucoup فوزي pour cette réponse. هندوزوا للفقره الاخرى اللي هنطلب دابا. هذه الفقره هذه هنحاولوا ما امكن انها تكون بالعربيه باش نديروا شويه صراحه انا ما عنديش مشكل
ما عنديش مشكل نهضر بالعربيه، غير مشينا بزاف هكا مي فوالا. اي دونك هذه الفقره هذه هي اللي غنقرا عليك فيها الاسئله ديال الناس اللي متبعينا. داير كنقول للناس اللي باقيين كيتفرجوا فينا دابا عافاكم طرحوا الاسئله ديالكم في فيسبوك، راه كاين واحد الانسان كيترونسميتيهم لي نيشان. دونك الوغ الاسئله اللي وصلوا لدابا. الوغ مهدي معطيه. الوغ غنطرح، هو كتب السؤال بالفرنسي المهم، ولكن بون حاول. Pourquoi les films de Fawzi Ben Saidi n'arrivent pas jusqu'au public marocain au sens large? Pourquoi la distribution coince toujours au Maroc malgré l'existence de beaux films et d'un cinéma marocain de qualité? هذا سؤال كبير بزاف حتى هو صراحه. سؤال كبير لانه كنعتقد ان المشكل متشعب شويه. يعني كاين مشكل ديال القاعات مثلا، هذا مشكل اول على الجانبين. يعني مشكل ديال القاعات انها ولا عندها مشكل ديال انها تكون عندها مردوديه، ولكن في نفس الوقت aussi نقدروا نقولوا المشكل تاع ان القاعات ما فكراتش تجدد راسها كذلك. يعني ما نقدروش نبقاو في نفس البرمجه اللي كانت في السبعينات. خص كذلك القاعات دير واحد الخدمه تفكر بشكل اخر. كاين المشكل ديال لاكسي والبيراتاج وحاضر حتى هو، وكاين مشكل اعم اللي هو مشكل مجتمعي. شنو هو الاختيار؟ اختيار القاعة السينمائية اختيار خاص، يعني اختيار مجتمع الى حد ما. الجمهور ما كيحملوش المسؤوليه، لان كنعتقد بانه مثلا الا بغينا ان الجمهور يمشي الافلام كما كيقول السؤال، كاين افلام مغربيه مزيانه دي بو فيلم اكسيتيرا اللي ممكن تلتقي الجمهور. اعتقد مثلا انا باش نهضر على تجربتي، انا كنعتقد ان فيلم بحال وليلي ولا فيلم بحال موغافوندغ افلام مفتوحه للجمهور، افلام جينيروز مع الببليك. نقدر نقول وات وندرفul وورلد est un film un peu expérimental et encore il peut parler aussi aux gens. mais كنعتقد بانه الحل كيتجاوز السينما. يعني خص السينما اللي هضرنا على القاعات جديد، طبيعه الفرجه وتجديد البرمجه الى اخره، ولكن كذلك المدرسه مثلا سونسيبيليزي الدراري لا ليكتور فيلميك اكسيتيرا. خص المدرسه تلعب دور كبير، وكاعتقد التلفزيون كذلك يقدر يلعب دور حتى هو، لانه الناس الجمهور واحد الوقت بحال كيقول انه دايوغ هذه المساله خطات الناس كيخلطوا ما بين لي تيليفيلم ولي فيلم. بالنسبه لهم بحال الافلام كدوز التلفازه، بحال الافلام كدوز في السينما. اذا كاين واحد التشكيل الذوق اللي بكل اسف كيخلي انه الناس ما عندهاش بوتيتر اللي ما كانوش سونسيبيليزي ولا ما عندهاش الادوات باش تنفتح على افلام مختلفه. فوزي ندوز للسؤال اللي من بعد ونحاولوا نمشيو ان بو بلو فيت باش نحاولوا نديروا الخاطر لكل شيء في الاسئله. وي بصح عندك الحق تماما، ما بقاش الوقت. الوغ عبد الهادي الزهير يقول لك علاش كدير سينما فوزي؟ هذا السؤال. حيت ما نقدرش ندير شي حاجه اخرى بكل بساطه. الا ما درتش السينما ما يمكن لي ندير والو. انا فك الله انني قدرت ندير السينما. الوغ خالد انير اشنتلي كيقول لك واش باقي كدير المسرح؟ ماشي بالطريقه اللي نبغي وكنتمنى انني نرجع، ولكن الفيلم الاخر هو من بعد 20 عام ديال الخدمه. الفيلم الاخر هو واحد اللقاء ما بين المسرح والسينما، لانه ادابتاسيون سينماتوغرافيك ديال لا سغيزاي ديال تشيكوف. دونك يمكن غيتفتح شي حاجه. Alors, Selma Naguib, elle te pose une question chouïa d'ordre histoire du cinéma. قالت لك شنو هو لو فيلم اللي كان لو ديكلونشمون ديال ديك لا نوفيل فاغ اللي هضرنا عليها قبيله هنا في المغرب؟ ديالنا حنا؟ واش كاين ديكلونشور؟ وي ما نقدرش نقول مثلا انه كان شي فيلم ديكلونشور، اللي نقدر نقول انه حاجه وحده اللي كانت يعني
اللي كيهضروا عليها نيت النقاد هي انه 95 مهرجان ديال طنجة والتواجد في نفس اللحظه ديال مجموعه نتاع السينمائيين الشباب دايرين دي كور ميتراج داير فيهم كان فيهم اسماعيل الفروخي حسن الكزولي مريم باكير نور الدين الخماري انا كنت باقي ما بديتش ديك الساعات ليلى مراكشي كانت مازال ما بداتش حتى هي حنا بدينا من بعد دونك يمكن هذيك 95 نقدروا وهذوك لي كور ميتراج نقدروا نقولوا كانت هما اللي عطاو هاد البدايه. اوكي الوغ الازرق امين كيقول لك السي بن سعيدي واش عندك شي بروجي اون كور دابا الا كان واش alors en fait est-ce que quel impact a le confinement sur le processus créatif de ces projets donc واش عندك شي بروجي وشنو هو الامباكت اللي دار الكورونا فيروس على البروجي اللي وي عندي بروجي كنت في المونتاج وواحد الوقت جا الكونفينمون دونك وقفنا كل شيء دونك الفيلم باقي واقف لحد الان يلا غنبداو نهضروا دابا كيفاش غنديروا نرجعوا لي ديستونس وداكشي حنا في المونتاج دونك صافا نقدروا نخرجوا راسنا داكشي اللي باقي لينا نقدروا الى عندنا امكانيه نكونوا جوج ثلاثه د الناس سي بون المشكله هو مع التصوير مثلا عندي مشروع ثاني من بعد اللي خصني نصوروا في المغرب وهذا بصراحه بقى معلق لانه ما عرفناش امتى وما يمكنش كاين بزاف نتاع الحديث على كيفاش يمكن يداروا لي تورناج وتحترم لي ديستانس وداك الشيء هذه القضيه تقدر تعطي واحد 3 4 5 10 د الافلام فيهم واحد النوع من التجربه يعني نجربوا كومون فيلمي الناس متباعدين بالمترو الى اخره ولكن ما يمكنش اي امبوسيبل كومون كيفاش تهضر مع الممثل كيفاش بون فوالا دونك سي impossible de tourner dans ces conditions. Alors سؤال فلسفي عبدال ابو ظريف ما اهميه الافلام في الحياه؟ لا اهميه للافلام في الحياه بتاتا ولكن لا حياه بلا افلام. اوكي. Alors, Amine Taher, est-ce que votre utilisation répétée des plans larges est justement une déclaration d'amour au grand écran? Oui, et une position de résistance, et vraiment une position de résistance parce que les télévisions n'aiment pas, par exemple. Et parce que déjà, la télé n'aime pas, parce qu'on arrive avec des plans larges sur des écrans petits. Alors, je ne parle même pas des gens qui aujourd'hui veulent justement que les gens regardent sur leur téléphone portable. Donc, c'est un cinéma totalement de résistance. Le plan large est un plan de résistance. Alors, سؤال من تيفاو. Bon, c'est un pseudonyme ديال نبيل ولا ريم. Alors, est-il possible de gagner sa vie en faisant du cinéma au Maroc? Que dire aux jeunes cinéastes? Oui, il est possible de gagner sa vie maintenant plus que jamais. Nous, on était une génération qui, quand on annonçait à nos parents que nous voulons faire du cinéma, nos parents devaient avoir beaucoup d'audace et beaucoup de courage pour nous suivre. Et je salue d'ailleurs les parents qui, dans les années 90 et les années 80, ont accepté que quand le cinéma était un métier qui ne nourrissait pas son âme, c'est-à-dire on choisissait de devenir cinéaste dans un pays qui produisait deux films chaque 5 ans, long métrage. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut reconnaître que les choses ont beaucoup évolué et qu'on peut gagner sa vie en faisant du cinéma largement, sincèrement, largement. Et donc, ça, il n'y a pas, je ne pense pas. Après, c'est un métier qui n'est pas simple, je veux dire. Quand on choisit ce métier-là, on ne choisit pas la facilité, je l'ai dit au début. Alors, Émilie, est-ce que ce live sera publié sur votre page pour pouvoir le revisionner? Non, ça c'est une blague, c'est une question qui n'était pas censée. Alors, Oussama Oussous, salam alaikum. سؤال سي فوزي واش ملي كيفكر يدير فيلم كيكون مهم عنده يدير فيلم اللي يقدر يتسمى مغربي ولا ماشي ضروري في هذه الحاله ومادام قال باللي كيفكر بالدرجه الاولى في الصوره ماشي غير القصه شنو تقدر تكون الصوره مغربيه وعموما شنو اللي كيدير المغربيه فيلم وشكرا. شوف انا تنقول ديما بانه تمغربيت ما كتختارهاش هي انت ما كتقولش غادي ندير فيلم فيه تمغربيت عندك بلاتي ناري هذا البلان هذا باين فيه دايزه
تروك جو نسي با كوا دونك ماشي مغربي. كنعتقد ما كطرحش السؤال بهذه الطريقه. الا انت عندك شي حوايج مغربيين لصقوك عاجبين، كاين اللي عاجبك وكاين فيهم اللي ما عاجبكش، بحال داكشي اللي قلت مثلا على مكناس، كاين واحد لو رابور كيكون حالم وجميل والى اخره، وكاين رابور كي كومبليكي. دونك انا تنقول هذه القضيه هذه ما كتفرضهاش على راسك وما كديرهاش كهدف، ولكن الا كنتي انت فقط سانسير، يعني صادق مع راسك في داكشي اللي كدير، ما كتغش، كتقولش غندير هذه لان غتعجب هنا وغندير هذه لان غتجيب لي هذه وغندير هذه لان اسمو لا اوني بلو دون لا اوني دون اوتر شوز. نو، كدير امور كما انت كتحسها. انت وليد ماشي انت وليد، انت وليد انت يعني tu es le produit de ce pays. On est le produit de les couleurs, la lumière, les histoires, l'imaginaire dans lequel on a grandi. سواء هضرنا بالعربيه ولا هضرنا بالفرنسي ولا بالانجلي، حنا لو برودوي ديال هذا لو بي. اكزاكتومون تماما. فوالا حنا برودوي تاع الامازيغيه اللي ما خصناش نساوها حتى هي. شنو هي؟ باردون ما سمعتكش. ولا الامازيغيه اللي سوفون فيت ما وي تماما. هذا الشيء كله حنا عشنا فيه، وكنعتقد بانه فاش كتحل الباب لهذا الشيء كامل، حتى الا كان عندك مشكل كاع مع مغربيتك ودرتي فيلم، سي انتريسون كيلكو بار انك غير تكون انسان سيريتي. هذا هو اللي كاين. الحاجه الثانيه اللي كاينه، اللي انا مثلا كانت عندي واحد النوع من الشوفال دو باطاي في واحد الوقت، هي انه انا ما كنتش كنحمل انني نمشي برا بالفيلم ويقول لي شي واحد داكشي ديال السينما الجنوب وانت جاي من هذه القضيه هذه. انا ما كانتش كتعجبني بزاف. حنا واحد الوقت ودوبل كان اون ريبونس بصراحه، دبليو كان جواب، لانه الناس اللي كانوا ما كيشوفوش، ما كيبغيوش يشوفوا السينما اللي كاينه في الافلام، لا في لي كور ميتراج ولا في ميل موا، ولكن كيبغيو يشوفوا ديما ليماج اللي كاينه نتاع شي سينمائي جاي من الجنوب. دونك بصح في دبليو انا j'ai des choses que j'ai un peu poussé, mais c'était encore une fois comme le plan large de la résistance. Alors هل تكوينك بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كان الانطلاقة الحقيقية نحو السينما، وهل قمت بدراسة السينما بعد المعهد؟ أبدل بابل. اوكي، ما كانش المعهد كان تاع المسرح كان ضروري بالنسبه ليا وكان مهم، لانه علاش انا دغيا فهمت واحد القضيه، انه فاش كتمشي مور الباك المعهد ديال المسرح مثلا، حيت انت باغي دير المسرح، اول حاجه كيعطيها لك اللي مزيانه هي انك كيولي النهارات ديالك كتفكر غير في المهنه ديالك، ما كتفكرش في شي حاجه اخرى، ما كتخدمش لا فيزيك ولا لونجلي ولا ماشي مزيان تخدمهم، ولكن كنهضر على الدراسه. يعني كتولي واحد الوقت خدام يوميا كتفكر في المهنه ديالك. دونك ديجا هذه القضيه مهمه بزاف. المسرح مدرسه كبيره بزاف. الحاجه المهمه اللي عطاتني هي العلاقه بالممثل مثلا، اللي اساسيه وضروريه في صناعه الافلام. دونك كما نقدرش نقول بانها كانت الانطلاقه هي المعهد، حيت انا كنت قبال باغي ندير السينما، والمعهد جا مزيان في الطريق. الوغ هي باش نفكر الناس اللي متبعينا، دونك اون فيت غنحبسوا الاسئله، باقي عندي واحد لا ليست ديال الاسئله اللي غنكملوها، ولكن ابتداء من الان الاسئله الجديده ما يمكنناش، لان باقي الحصه الزمنيه ديال اللايف قريبه تسالى وما يمكنناش نجاوبوا على كل شيء. دونك كنطلب منكم تسمحوا لي بزاف، ولكن يعني السؤال الاخر كنعتبروا انه ديجا وصل. شكرا. دونك ديوان وركي، من خلال تجربتك السينمائيه تطرقت لبزاف المواضيع بحال التطرف، الفساد الاداري، الدعاره. كيف تتبان لك الساحه السياسيه عندنا، وشنو الرؤيه ديالك للمستقبل ديالها؟ سؤال اخر، من غير السينما كيف تيعبر فوزي على الراي ديالو على شنو تيوقع في البلاد؟ واش ممكن نسمعوا الراي ديالو من خلال تدخلات لايف كيف كيديروا ناس اخرين؟
هذا سؤال بصراحه انا طرحته على راسي بزاف. البلاصه ديال الفنان مثلا بشكل عام فين كاينه؟ انا كنعتقد بانه زعما انا الافلام ديالي هما انا الافلام ديالي والصور ديالي والقصص اللي كنعاود ولونغاجمون اللي كاين في الافلام راه كيعبر على مواقفي انا. حتى المواقف ديالي السياسيه راه معبر عنها في الافلام. واش الفنان خصو واحد الوقت ياخذ مواقف يعني مثلا عموميه بوبليك ويدوز يدير دي لايف باش يكومونتي تيل اكtualité. انا يمكن ما عارفش، يمكن الحياه تبدلني، ولكن الحدود الان كنعتقد بانه عندي حاجه انه يبقى عندي واحد ان ديستانس على لاكtualité. كنعتقد بان لاكtualité elle bouffe la profondeur. Si on est trop collé à l'actualité, on perd ce qui fait la particularité de l'artiste, c'est d'aller au-delà justement de l'actualité, de l'information, de الحوايج اللي كيوقعوا واللي خصنا نرياجيو عليهم تو دو سويت. دونك هادشي علاش ما كان عاده ما كنبغي ان الانتاج الفني ديالي هو اللي يهضر عليا وماشي مواقف معلن عنها. كنعرف بانه ماشي ودوري انه نكون اكثر في ان ديستانس. بعد اخترت كنتسائل بصراحه، تنقول يمكن لا، يمكن خصني نعبر على هذه المواقف بشكل مباشر، ولكن كنخاف نضيع شي حاجه في وسط هذا الشيء. كنخاف une certaine voilà possibilité de recul et de regard qui dépasse l'actualité. Et deuxième chose aussi, je veux dire, هذه المساله، شكرا على هذا السؤال اللي عطاني فرصه انني نهضر على هذه القضيه. الحاجه الثانيه هو انا كنعتقد انه كاين اوسي بزاف ديال الانتهازيه في هذه المساله هذه. يعني انه كاين بزاف الناس كيصنعوا عاوتاني دي كارير فين سي با l'artistique qui est respecté mais tout ce qui est autour. ماشي الابداع الفني بحمولته السياسيه مثلا، لا avec ses engagements ماشي هو اللي كيدوز، ولكن كيدوزو حوايج اخرين. يعني مثلا لو ديسكور devient plus important que l'œuvre. هذه شي حاجه اللي انا عندي معها مشكل، ولان احنا عشنا كذلك كسينمائيين وجايين من واحد الجهه في العالم فاش كنمشيو ليه، فاش كتمشي للمهرجانات وداك الشيء، ما كينتظرش منك تكون سينياست امبورطون، كينتظر منك تكون ان سينياست اللي كيهضر على مشكله ديال المراه، اللي كيهضر على مشكله ديال الطبقات الكادحه، اللي كيهضر على مشاكل الاعتقال الى اخره. انايا افلامي كتهضر عليهم، ولكن كنبغي انه الناس يهضروا معايا على مواقفي ويهضروا معايا كذلك، باسكو l'engagement vis-à-vis de la forme est aussi important que l'engagement vis-à-vis du fond. وكاينين بزاف ديال الناس اللي الديسكور ديالهم تقدمي والافلام ديالهم رجعيه. الوغ بغيت ندير une petite précision. كاينين شي اسئله اللي ديجا طرحات ما ندوزها لك فوزي، لان يا ديجا اون ريبونس عليها قبل ما بقى لناش الوقت. دونك الناس اللي يطرحوا اسئله قبل ما نوقف ما يبقاش فيكم الحال، راه عندنا الوقت لاعب معنا. الوغ فاطمه الزهراء العمراني، واش فوزي بن سعيدي ما كيفكرش يدير الوثائقي لان عندنا نقص فادح في السينما الوثائقيه؟ بغيت تجاوب على انا درت جوج الخطرات افلام وثائقيه، درت على القاعات السينمائيه ودرت على العلاقه بين الاباء والابناء في المجتمع المغربي. وباش نكون صريح في الصراحه، ما كنعتقد بانني سي بيان انني درته. جي ديكوفير بانه انا انسان ديال السينما الروائيه اكثر. يعني يمكن ندير
يمكن ندير فيلم جوج ثلاثه، يمكن واحد الموضوع غادي يجرني وغندير شي حاجه، ولكن بشكل قوي انا كيعجبني نخلق عوالم مثلا بصراحه. هذا اللي كيهمني في السينما، سي كريي دي موند، سي inventer des mondes. Et le documentaire, des fois, ce rapport direct à la réalité n'est pas ماشي ديالي. Donc voilà. ماشي معناه داير درت الاول درت الثاني وممكن ندير، ولكن ما اعتقدش بانني غادي ندير بزاف. Alors, une autre question. Donc, peut-on toujours séparer cinéma et télévision en matière de qualité après la nouvelle vague de Netflix, HBO, AMC, les dernières années? اليوم نقدروا باقي نهضروا على une vraie séparation ما بين التلفاز والسينما. Ah oui, totalement. ديال مهدي سلي. Alors, totalement. Moi, je crois à ça. D'ailleurs, je ne suis pas un défenseur ardent des séries. Pour dire la vérité, il y en a des séries qui sont bien, que j'aime bien, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, quand même, on en fait un peu plus. Je veux dire qu'à un moment donné, bon, voilà, le principe de l'ellipse un peu disparaît dans les séries. Et puis, il y a des choses que dans les cinémas, on coupe volontairement. Et c'est des choix qui sont beaucoup plus intéressants que la série s'attarde à filmer. Je me répète, je ne dis pas qu'il n'y a pas des séries très très bien, mais le cinéma est une chose et la télévision en est une autre, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, moi je reste persuadé. Il y a une manière de faire qui est différente. Bon voilà, pour prendre, je ne sais pas, un film c'est 3 ans de travail en fait. Pour qu'un film existe, c'est 3 ans de travail. Quoi qu'il arrive, la série, même le film qu'on fait vite, c'est 1 année de travail. Ça veut dire que c'est 3 ans entre 1 année et 3 ans de travail pour 1h30 de film et pour 1h30 de cinéma, espérant. La télévision, ça, voilà, on fait des séries de 40 heures en 6 mois, 8 mois, en 1 année. La différence, elle est déjà là. Donc, Mrs. Zine, vous avez parlé du rôle de la télévision. On vous voyait sur le petit écran dans les années 90 et 2000, mais plus maintenant. Pensez-vous que notre paysage télévisuel se renferme de plus en plus à la cinématographie? Oui, je pense que malheureusement, il y a beaucoup, il y a une place beaucoup grande à tout ce qui est série, justement, à tout ce qui est sitcom dans la fiction, qu'une exigence qui aurait pu peut-être d'un côté pousser à l'intérieur de ça par exemple, c'est vrai que allez, je vais quand même dire, Reda Benjelloun dans le documentaire fait un travail formidable à 2M et de temps en temps, il a cette idée de collection carrément, par exemple. Pourquoi dans la fiction, on ne fait pas ça? Pourquoi à un moment donné, on ne dit pas, bon voilà, il y a une collection de téléfilms qui est autour de je ne sais pas quoi, de l'adolescence au Maroc, et on demande à certains cinéastes de faire des téléfilms de qualité et on essaie de donner les moyens. Et même avec les moyens, je suis sûr, hein, de bord. Moi, par exemple, j'ai participé au documentaire parce qu'on m'a demandé et j'avais des moyens qui sont des moyens, voilà, de la télé. On en a fait avec. Donc, il y a un moyen de faire ça. Il y a aussi la place de la diffusion des films. Pourquoi il n'y a pas une case 2, 3 où passe l'histoire du cinéma? Alors on va dire oui, mais peut-être il n'y aura pas de public, etc. Oui, mais quand on est une télé publique, c'est une télé qui travaille pour autre chose. Donc il y a moyen, regardons, qui aurait imaginé le documentaire qui passe à 21h sur 2M? Bah, aujourd'hui, le documentaire, c'est vraiment, je suis vraiment fier qu'une télévision marocaine fait ça. Et c'est même rare dans le monde, je veux dire, franchement. Et donc, le documentaire passe dimanche à 21h. Voilà, ça, c'est audacieux. Il est où le théâtre à la télévision, par exemple? Il y a une place pour le théâtre à la télévision. Que les gens écoutent les textes, les grands textes de l'humanité. Il y a possibilité qu'une fois par mois, on entend un Shakespeare. Alors, on va dire oui, mais s'il y en a 200 000, 500 000, c'est déjà gagné. Non, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, sincèrement. Alors, Mehdi Azdem,
Comment contribuez-vous à sensibiliser la jeune génération à l'éducation à l'image et comment atteindre le public marocain en milieu rural? Moi, sincèrement, je ne me donne pas je ne le fais pas. Pour être sincère, je fais des films et donc quand je fais, j'ai le temps que j'ai. Je n'ai pas ce temps-là de faire ce travail essentiel et d'aller vers la jeunesse à l'école. Il y a des rencontres que je fais, comme ce live-là, par exemple, comme d'autres choses. Ou alors, je vais dans les écoles de cinéma, ça c'est vrai. Donc, je suis en contact avec une jeune génération qui veut faire du cinéma. Mais il y a des gens formidables qui peuvent faire ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Quand on est jeune, quand on est sortant d'une école de cinéma, le temps que la carrière démarre, etc. Il y a d'ailleurs un garçon qui est sorti de l'ESSAF qui fait un travail formidable dans les collèges de Marrakech même dans le milieu rural. Il fait un travail formidable. Il fait des ateliers de cinéma partout dans les écoles de Marrakech et dans les écoles avoisinantes. Non, il y a des gens formidables. Peut-être l'éducation nationale peut réfléchir de les engager, de les rémunérer et de les faire travailler. Des gens, c'est sûr. On gagnera une société formidable. Maintenant, je crois que la conscience existe quand même. Il faudrait juste l'acte politique. La conscience totalement existe. Il n'y a pas de vie sans art. L'art est inutile, mais totalement nécessaire. Alors, آخر سؤال ديال الجمهور فوزي هو ما هي الاتجاهات السينمائية التي ساهمت في تشكيل الرؤية البصرية لفوزي؟ ثانياً، هل يمكننا تأطير السينما التي يبدعها فوزي في مجال سينما الهامش؟ Alors, غنبغي نكمل بالسميات نتاع السينمائيين دونك غنبدا من الاخر دونك السينما الهامش وي بوكوا با السينما الهامش كما قلت قبيله الهامش كما هامش الصفحات ولكن الهوامش نتاع الصفحه لا يمكن لما يكتب داخل الصفحه ان يوجد بدون الهوامش. انا الهامش كيهمني بشكل كبير بزاف دونك شي كيلكان الا شي واحد بغى يعطيه التسميه مزيان ماشي ما عنديش مشكل. ما نقدرش نقول كاين مدارس سينمائيه، انا كاين سينمائيين كونوا الرؤيه ديالي وعطاوني الرغبه ندير السينما وخلاوني ندخل في حوار. انا عندي احساس انني كنت في حوار مع السينمائيين في لحظات معينه من حياتي. دونك مزيان نسالي بهاد السميات: اكيرا كوروزاوا، اورسون ويلز، الفريد هيتشكوك، فيديريكو فيليني، جون بيير ميلفيل، مارتين سكورسيز، فرانسيس فورد كوبولا، براين دو بالما. Il y en a beaucoup. Visconti, Sergio Leone, Antonioni, Tati, Keaton, Charlie Chaplin. C'est magnifique. Wong Kar-wai, Takeshi Kitano à un moment donné, Satyajit Ray, Marina Alsen, Ritwik Ghatak, Shane, Salah Aboussif, البوعناني. بزاف ديال السينمائيين بصراحه فتحتي مازال كاع ما هضرت على امريكا الجنوبيه كامله السينما الانجليزيه عاين سي voilà ce sont des pères spirituels, ce sont des maîtres imaginaires. En tout cas, c'était un moment de plaisir, de partage. Merci beaucoup Fawzi. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Monsieur Mohamed Beyoud, merci beaucoup. Sarah, merci aussi pour ta présence. Ce live, il a été présenté par l'ESSA de Marrakech, donc l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, l'Institut français de Meknès, l'Institut français de Marrakech. Merci beaucoup aux gens qui nous ont suivis. Donc شكرا بزاف لكم اللي تبعتونا. شكرا للمدرسة العليا للفنون البصرية. شكرا للمعهد الفرنسي لمكناس. شكرا للمعهد الفرنسي لمراكش. شكرا فوزي. Et je pense qu'on n'est pas très loin d'El Ftour. Bon, on va lâcher les gens et à très vite dans un meilleur monde. Merci. Merci. Au revoir.